Bon, aujourd'hui, je vais parler du rho noyau Fourier. Pour le groupe GNLN. Il s'agit d'un travail en collaboration, en progrès. En progrès, en cours et en collaboration avec Zilling lourd. Donc je vous rappelle un peu le problème auquel on s'intéresse. Donc j'ai un groupe réductif sur un corps local. En fait, ici, il peut être archimédien ou non archimédien. On va faire surtout le cas non archimédien, mais ça devrait marcher pareil. Et ρ, supposons déployer pour simplifier notre vie. Donc, et ρ, une représentation du groupe du 1 de Langlands dans GNLN de C. Et avec cela, avec satisfaisant certaines conditions, essentiellement sur le centre, on voudrait construire une noyau le but est de construire une distribution stablement invariante sur G de F qui réalise l'équation fonctionnelle locale de la fonction L de N S pi ρ, le facteur local de la fonction L attaché à cette représentation du 1 ρ. Donc bien sûr on sait bien le cas où G est égal à GNLN et ρ est la représentation standard de GNLN. Alors cette distribution qu'on va appeler J en ρG. Alors J ρG, ça va être ça vient de la fonction exponentielle de la trace de la matrice. C'est le cas de Riemann-Jacquet où on plonge GNLN dans l'espace de matrice et on fait la transformation Fourier sur l'espace de matrice en tant qu'espace vectoriel. Et bien sûr, dans ce cas-là, la fonction de Fourier et la convolution par cette fonction exponentielle de la trace. Et dans le cas, on sait aussi, dans le cas où G est un tore, disons un tore déployé, alors ça marche bien sûr aussi pour tore non déployé, mais on aura le duan de ρ va être donné un homomorphisme de tore de GMN dans T. Et bien sûr, ici, on a aussi la fonction exponentielle de la trace, la somme de coordonnées, et la distribution qu'on veut. Ça va être faut mettre des mesures pour que ça ait un sens, mais c'est exponentielle de cette exponentielle de la trace. Et ça marche aussi
pour les tores non déployés. Donc, ce qu'on aimerait bien faire, c'est à partir de ces deux exemples de base, de construire cette distribution stablement invariante pour tout G et pour tout ρ. Alors, bien sûr, il y a un candidat qui est un peu naïf, c'est en disant que on a le morphisme de G sur T sur W, et donc une application de G sur F ou T sur WF. Pardon? Aussi additif. Donc, on va construire une fonction, stablement invariante, distribution sur G de R, essentiellement construire une fonction sur un ouvert de ce T sur WF. Et on peut, pourquoi pas, donc ça c'est essentiellement l'ensemble des classes de conjugaison stable. Et on peut recoller un peu bêtement les fonctions J rho T pour tous les tores maximaux T de G. Donc une fois qu'on aurait une fonction sur T sur W, parce que ces fonctions satisfont une propriété d'invariance sous l'ensemble du groupe de Weil. Et donc ça donne une fonction, donc ce recollement que j'ai un peu expliqué la dernière fois, ça nous donne en fait une fonction G rho. Donc ça, on a une fonction comme ça, T sur W, F vers C, qui peut être ou bien de dire qu'on construit des fonctions sur tous les tores et on peut les mettre ensemble, ou bien on peut aussi faire diviser ça par W, et puis on fait le même, pousser en avant après cette division par W. Donc cette fonction-là, comme on a construit, bien sûr, il marche dans les deux cas. Ça colle avec ces deux exemples, mais ce n'est pas la bonne. Donc Laforgue a montré, Laurent Laforgue, je pense que c'est le premier qui a vu ça, que ça ne marche pas, que ce n'est pas le bon noyau. Le bon noyau D dans le cas G égale à GN2 et ρ le carré symétrique. Donc le deuxième cas après le remédiation standard. Et en plus, Laforgue nous explique il y a une procédure qui, à partir de ce noyau naïf, en quelque sorte, produit ce qui devait être le bon noyau. Donc, j'en ai parlé la dernière fois, donc j'essaie de réécrire les formules de nouveau. Donc, quand G égale à GN2, on a cette application de G dans A2, qui de G, on associe à A1, A2, où A1 est la trace de G, et A2 c'est le déterminant de G. Donc, on a cette fonction J rho TW de 1,1 à 2. Et on fait une opération étonnante, c'est de faire la transformation Fourier sur la variable 1,1. Donc on a la J chapeau rho T sur W
de alpha 1 à 2. En fait, pour une ou pour deux, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais là, ici, je suis Laurent. Donc, ça va être l'intégrale sur le transform Fourier de cette variable. Donc, alpha 1, c'est la variable duale de 1, 1. Donc, on agit rho t sur W de 1, 1 psi de alpha 1, 1, 1 d 1, 1. Et ensuite, il définit le vrai noyau en faisant la transformation Fourier inverse de ceci, donc de ce J chapeau rho t sur W alpha 1 à 2 psi de, il faut mettre un signe moins pour faire la Fourier inversion. Et bien sûr, mais avant d'intégrer, il multiplie par la valeur absolue de cette variable duale. Donc, tout l'astuce est dans cette valeur absolue de la variable duale. Et, pardon? J'ai changé de temps, je dis que des petits j, mais non, c'est pareil. Donc voilà, et l'un des obstacles majeurs, donc, que cette fonction n'est pas la bonne, c'est quand on le fait agir sur la série principale. Ça n'agit pas de la même façon que le J sur le J de T. Donc, justement, cette formule, cette correction permet que si on le fait agir, J rho G, défini de cette façon sur la série principale, eh bien, ça agit exactement comme le noyau sur le T qu'on voudrait. Donc, au moins sur la série principale, ça donne les bons fortes gamma. Et comme sur les groupes de réels, tout le monde ça fait une partie de la série principale, donc sur les réels, ça allait être sur le bon noyau. Et comme ça marche sur les réels, alors on a un espace de marche sur le périodique, donc c'est beaucoup plus difficile à démontrer. Et je voudrais dire aussi qu'en fait, dans ce tour magique de Laurent, il n'a pas vérifié, il ne s'est pas du tout occupé de la convergence. Et au début, je pense que ce n'est pas très important. Et donc, ce que j'ai fait avec Zildjian, c'est en fait, on a cherché de généraliser cette manip au blocage GLN, sans celui de convergence. Mais maintenant, je suis au point, et là, je pense que ça marche, mais là, je suis au point que je pense que la convergence est vraiment importante. C'est peut-être le problème. Mais donc, ce que je vais vous expliquer, c'est une partie un peu formelle. Comment généraliser cette transformation de la forme du cas GN2 au cas GLN. Donc, comment écrire ce facteur de valeur absolue alpha 1 dans le cas GLN. Donc, qui est vraiment un peu plus compliqué, mais je trouve que c'est assez joli, en fait. Donc maintenant, je vais à GLN et on a cette application du polynôme caractéristique qui a une matrice, on associe le A1 à N, où AI c'est la trace
de la puissance extérieure de G. Et donc, on va prendre alpha A, alpha N, les variables duales de A à N. Et donc, on a le noyau naïf. Donc, qui est obtenu en mettant ensemble tous les noyaux sous les tores. On a ce J de rho T sur W, qui est vraiment une fonction de A1 de AN, donc qui est défini sur les polynômes caractéristiques séparables, disons. Et donc on va Fourier. On a fait la transformation de Fourier qui est. Donc on prend mal un peu la signification de notre théorie de représentation, on fait le temps de Fourier sur les polynômes caractéristiques. Ce que nous faisions dans le papier avec Lanlance, sans que je comprenne le fond de l'affaire, mais ici ça marche. Donc on fait la transformation de Fourier sur les variables duales de AN, donc ça va être le. Voilà. Et maintenant, à partir de cela, on va construire le J rho G. En fait, tu vas voir, ça ne change rien, en fait. Tu peux mettre alpha 2 ici, au moins, si on ne se soucie pas de convergence, ça fait la même chose. Parce que, en fait, c'est la variable ici, ça ne dépend pas d'alpha 2. Donc là, on fait pareil. On prend la transformation de Fourier inverse de rho G rho T sur W de alpha 1, alpha N, psi de moins alpha I à I. Et là, au lieu de simplement la valeur absolue alpha 1, on va mettre la valeur d'un polynôme. C'est un dn A alpha et d alpha. Que je vais définir, ce polynôme. Et ce qui est vraiment plus compliqué, c'est que dans Gn3, ce polynôme ne dépend pas seulement de alpha, il dépend aussi de A. Donc ça c'est un polynôme. C'est un polynôme. Donc ça va absolument un polynôme. Et donc le théorème en quelque sorte, parce qu'on a ignoré toutes les convergences, si on définit de cette façon, on a bien que J rho G, si on convole avec une fonction lisse à support compact, et puis on prend le terme constant, ça fait la même chose que de prendre le terme constant et convoler avec le noyau sur le tore. Donc ça marche bien sur la série principale, ça donne bien le bon noyau. Alors maintenant, comment définir ce polynôme? Le polynôme est qui est. Il ne faut pas dire que c'est. Donc, alors pour définir le polynôme dn A alpha, il suffit de définir un polynôme j'aurais pas dû utiliser la même notation, mais comme je l'ai fait dans mes notes, je vais me tromper si je change de notation, par le même nom dn
de T1, T2, Tn et alpha, qui est symétrique sur les variables T1, T2, Tn. Donc au lieu de dépendant du polynôme, je vais créer un polynôme qui dépend des racines. Et ça sera symétrique sur les racines. Donc je garde le même D pour ne pas me tromper. Alors comment on va définir ce polynôme? C'est assez bizarre, mais c'est donc dn de T1, Tn, alpha 1, alpha n, donc ça va être un produit sur toutes les parties de I, où I c'est un sous-ensemble n-2, donc IN-2, c'est des sous-ensembles, l'ensemble des sous-ensembles de 1 à 2 à n, de cardinal à n-2. Et une fois que j'ai I, donc je vais créer I, un élément de cette I calligraphique n-2, comme disons, les éléments I1 plus petit que I2, plus petit que IN-2. Et donc j'écris ici comme la somme de I à 1 n-1 alpha I trace de I-1 TI. Donc TI, c'est la matrice diagonale TI1, TIN. Voilà, d'abord, vous voyez combien ça ne dépend pas d'alpha n. Le verbe n est le verbe idiote ici. Donc on pourrait enlever l'alpha n. Plus comme donc ça, ce n'est pas l'opérateur pseudo-différentiel. Et comme on ne fait rien sur alpha n, on pourrait enlever le AN ici. Et la deuxième remarque ici, c'est donc, qu'est-ce qu'on peut penser de ces formules un peu bizarroïdes? Donc ça ressemble un peu à l'ensemble des racines positives. Donc le complémentaire, c'est IJ. Donc c'est bien une racine positive de GLN. Et ça c'est une espèce de somme de alpha I à I. Donc le noyau de Fourier, mais un peu plus petit. Donc c'est la seule chose qu'on peut se souvenir on a l'impression dans cette formule, mais de toute façon on le trouve, c'est un peu différent. Mais donc, en tout cas, j'arrive pas à deviner quelle serait la formule, le polynôme similaire pour un quelconque. Oui. Comment? Oui, bien sûr. Bah, tu n'as que alpha 1 ici. Tu vois, alpha 1, il n'y a rien ici, trace de 1. Bah, l'ensemble vide, c'est bien un ensemble. Tu as un ensemble ici, alpha 1. Comment? Ça marche, hein? I calligraphique, c'est les... Il est vide. Mais il y a un élément dans cet ensemble. Non. I grec n'est pas vide, mais contient l'ensemble vide comme son élément. C'est l'ensemble, donc unique élément, c'est l'ensemble vide. Alors, d'où vient cette formule bizarroïde? Pour le voir, en fait, il faut faire une étude des polynômes invariants.
pour l'axiome de Gln-1 sur Gln par conjugaison. Donc on a on a Gn, c'est Gln, donc ça s'envoie dans Mn, c'est les matrices. Et donc ici, par le polynôme caractéristique, ça s'envoie dans An. Et ici, ça s'envoie dans An-1 fois Gm. Le Gm, c'est bientôt le déterminant. Mais ici, ce qu'on va considérer l'action, pas l'action de conjugaison, mais l'action de Gln-1. La conjugaison, donc Gln-1, donc ça s'envoie dans Gln par G, Gn-1, dans Gn-1, A, 0, 0, et puis ensuite elle agit par conjugaison. Donc je cherche à comprendre, trouver une base des polynômes invariants de Gln-1. Donc là, ça a l'air pas grand-chose à voir, mais vous voyez qu'en fait, ça ramène, ça vient bientôt apparaître le calcul intégral. Donc, on cherche à comprendre le quotient invariant de Mn Mg-1. Donc, ce calcul, ça apparaît dans les. Ça apparaît aussi dans les travaux de Youn sur le lien fondamental de Jacques Eralis. Donc ça n'a rien à voir avec Jacques Eralis, mais c'est justement l'étude de polynômes invariants est un peu le même. Donc, quand on a une matrice X, une matrice dans Mn, vous pouvez écrire comme une matrice Xn-1, et puis avec des colonnes, des lignes. Et donc, bien sûr, cette action-là, ça va conjuguer ce bloc, et ça agit sur la colonne et la ligne. Donc il y a des. Donc si j'appelle ici l'application, la notation est un peu compliquée, je suis désolé, mais AN, N entre crochets, je fais pour ce poème caractéristique. Eh bien, ici on a le morphisme de Mn vers AN-1 fois AN. Donc j'écris AN-1N, qui est simplement de prendre le polynôme caractéristique de cette sous-matrice et de du tout. Donc ça va être X dans AN-1, Xn-1 et AN. C'est un peu dur de parler avec ce masque. Voilà. Bon, il va se trouver que ce sont bien des. Ça fait donner une base qui engendre ce quotient invariant, mais ce n'est pas cette base-là. Ben, on a une autre base. En fait, une autre base qui est
aussi importante. C'est qu'on peut, on soit Rn, l'ouvert de Mn, qui est l'ouvert Zariski, l'ouvert de Zariski, défini par la condition que déterminant de xn-1 est non nul. Donc, quand on est non nul, on peut faire la décomposition triangulaire. Donc, le coup x va s'écrire sous la forme de 1n-1, 0, 1, une vecteur ligne, et ici xn-1, 0, 1, vecteur colonne. Donc, sous la condition que la sous-matrice en haut à gauche est inversible, je peux faire ces diagrammes triangulaires. Et donc, du coup, ici, vous voyez bien que ici, je n'ai que l'axiome de GM par l'homothétie. Ici, sur Rn, j'ai l'axiome de GM à puissance 4. Il y a beaucoup plus d'homogénéité quand donc ça agit sur V dual xn-1, et puis ici un Tn ici, pardon. Donc il y a 4 actions. Donc on cherche si on va chercher les fonctions Gn-1 invariantes qui sont Gm puissance 4 homogènes. Et non seulement ici, ces fonctions sont Gm homogènes. Et bien sûr, les fonctions de an-1, xn-1, i sont bien homogènes. Donc, de points i 0, 0, 0. Donc, ça ne concerne que ce bloc. Mais les fonctions, le point de caractéristique de toute la matrice n'est pas homogène. Mais on a d'autres fonctions qui sont homogènes. C'est des fonctions qui étaient ici dans les travaux de Yoon. C'est comme ça que j'ai connu. C'est tout à fait élémentaire, mais il faut le savoir. On a d'autres fonctions. C'est des fonctions BI. On a la fonction BI de m n-1 fois an-1 fois an-1, donc AA, qui a xn-1 v dual s'envoie dans xn-1 puissance i v coupé v dual. Donc ces fonctions-là sont Gn-1 invariantes et homogènes de degré i en 1. Ça ne dépend pas de Tn. Donc en quelque sorte, ça fait une autre base qui est plus agréable du point de vue d'homogénéité. Et ce qui est crucial, c'est qu'en fait, il y a une formule qui relie la base qui n'est pas homogène, la base ANI au BI. On peut il y a une formule, je vais l'écrire. Donc tout ça, c'est de l'algèbre assez bête, mais il faut quand même le trouver. Donc là, c'est un lemme.
Donc si j'écris X pour une matrice de la forme 1, n-1, 1, V dual, 0 fois xn-1, Tn 0V, et j'écris x0 comme juste la matrice en bloc. Alors, j'ai la formule suivante. A, je m'indique ici, ça ne relie pas, mais qui relie. Il n'y a pas une formule simple, mais il y a ce qu'on peut écrire comme ça. De x. Donc, si on calcule le polynôme caractéristique de cette matrice, si on compare avec cette matrice plus simple, eh bien, le terme d'erreur, en quelque sorte, est un polynôme homogène. Donc ça, c'est homogène de degré. De degré m-1, 1, 1, 1. Donc ça, c'est un peu le truc qui est un peu magique pour GNLN, c'est que, en général, si vous calculez pour un caractéristique en pour les groupes, c'est complètement compliqué, mais ici, quand on soustrait le polynôme caractéristique de cette matrice, avec la point de base en quelque sorte, ça devient une forme bilinéaire sur le vecteur colonne et ligne. Et donc c'est ça qui permet de faire des calculs. Mais ce polynôme, ce n'est pas exactement le Bn, mais ça s'écrit en termes de Bn aussi. Mais le point important, c'est que c'est homogène. Donc la preuve, je ne vais pas faire la preuve, mais c'est le calcul tensoriel, c'est bébête. On définit tout en termes de tenseur, on écrit toutes les formules et on trouve bien ça. Pardon, c'est 0. C'est bloc, c'est par bloc. Non, mais c'est sûr que cette ouverture, comme il y a un isomorphisme, on peut écrire ces matrices sous cette forme. Mais l'axiome, ça existe sur Mn. Oui, oui. Mais c'est sûr que ici, je peux écrire, je vois des variables V dual que sur cette ouverte. Donc, ici, j'en suis au point que, avec ce lemme d'algèbre multilinéaire, j'ai une famille donc pour I de 0 à n-2, j'ai des morphismes de CI de Gn-1 fois AN-1 fois AN-1. Des fonctions qui sont Gn-1 et invariantes et sont homogènes de degré I1. Donc c'est des formes bilinéaires sur ces deux variables, dont les coefficients dépendent de cette matrice, de homogène de I pour cette matrice. Et donc maintenant je vais écrire, au lieu de forme binaire, j'écris une
un morphisme CI qui va de GLN-1 dans... J'écris ces formules comme une matrice, donc telle que CI tilde de xn-1 V dual et de CI de xn-1 V dual. Donc tout ce que je fais ici, ce que j'écris, la formule est en termes de matrice. Et donc maintenant, j'ai ce morphisme-là qui est maintenant, qui est GN-1 équivariante et qui est homogène de degré I. Et je mets tout ensemble. Je définis dn, le petit dn de xn-1 alpha. Donc alpha ici c'est alpha 1, alpha n ou n-1 au choix, et le déterminant de la somme de ces matrices. Donc c'est un peu compliqué. Donc on a une famille d'opérations polynomiales de variables xn-1. On prend leur combinaison linéaire et puis on prend le déterminant. C'est un peu comme si c'était BI, ce sera xn-i. Mais ici, ce n'est pas BI, c'est une autre fonction polynomiale, un peu plus compliquée. Et c'est ce qu'elle est. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'ingrédient pour faire la descente de Gn à Gn-1. Et puis on a un lemme un peu du même goût. Donc on a la formule de récurrence. Donc si x est xn-1 0 tn et alpha égale alpha a alpha n, alors dn, la grande dn qui est apparue dans l'énoncé du théorème, est égal à dn xn-1 alpha de dn moins 1 alpha prime. Donc ce petit dn, c'est en fait c'est le quotient de grand dn et grand dn moins 1. Où le dn, où il y a juste il faut faire attention si c'est alpha prime, où alpha prime c'est changement de variable, alpha 1 égale à alpha 1 plus tn alpha 2, alpha 2 prime égale alpha 2 plus tn alpha 3, etc. Alpha n2 prime égale à alpha n-2, tn alpha n, et la dernière fois, on prend la même chose, alpha n. Donc vous voyez ce polynôme, en fait c'est ça qui va sortir du calcul d'inversion Fourier, c'est ce polynôme. Et ce qui fait marcher, quand on met l'ensemble, c'est cette formule. Que ce polynôme, c'est en fait le quotient de deux polynômes symétriques de dn et dn moins 1. Et ce changement de variable n'est pas très étonnant parce que c'est un peu indéfini par la formule qui relie
pronom caractéristique de xn et xn-1. Donc vous avez là alpha 1 de trace de xn-1 tn plus alpha 2 de trace de h2 de tn xn-1, etc. On continue ainsi de suite. Eh bien, c'est la même chose que alpha 1 prend de trace de xn-1 plus alpha 2 prime de trace de donc ça c'est le polynôme de base. Vous voyez qu'on prend tous les polynômes caractéristiques et on met le coefficient. Et on part de Gn, Gn-1, on a la même chose, mais il faut changer les coefficients. Et le coefficient ne change pas les formules que j'écris là-bas. Et ce qui arrive, c'est que ces changements de verbe se répercutent dans cette formule de récurrence. Entre dn, et puis on remplace dn-1 avec alpha prime, et bien le quotient, c'est bien ce polynôme dn qu'on trouve ici. Voilà. Voilà, donc je m'excuse un peu pour cette formule laborieuse, mais donc maintenant on peut démontrer la formule de descente. Donc je pars d'une fonction un peu quelconque, Jn de Tn sur W, n de f sur c. Donc ça sera le noyau naïf. Auquel j'applique la transformation de Laforgue pour généraliser au KGLN. Donc je fais la transformation de Fourier, donc j'ai J chapeau n de alpha 1, alpha n et fn de Jn A psi somme alpha i à i dai. Et on définit le bon noyau donc on fait la transformation Fourier inverse du chapeau n alpha psi moins alpha i à i, auquel on va ajouter ce facteur de rang dn à alpha d alpha. Donc c'est en quelque sorte une opération de pseudo-différentiel, mais bien sûr ici il y a une convergence vraiment sérieuse parce qu'on a ajouté ce facteur. Et donc ça c'est le bon noyau. Je mets Km maintenant pour éviter JT et J-ρ. Ensuite on a dans le cas Gn-1 fois Gm. Donc on aura pareil, on a Kn-1 de Xn-1 Tn. Ça va être pareil, Fn de J chapeau n alpha psi de alpha i dn de xn-1 alpha prime, avec alpha prime le changement de variable là-bas, mais comme on intègre sur la variable d alpha. Ici dn-1. De suite qu'à la fin, c'est le kn-1 sur T1, Tn.
j'avais l'intégral sur Fn de J chapeau N alpha si de alpha A. Donc il n'y a plus de ceci. Donc ça fait bien le Jn de T1, Tn. Donc on est parti. Parce qu'ici, il n'y a plus du... On a enlevé le facteur. Donc il s'agit maintenant de démontrer la formule de descente. Donc là, je ne vais pas réécrire tout l'intégral de convolution, mais je pense que j'ai un peu écrit la dernière fois. Ça revient à un calcul de l'intégral double. Donc ça revient à la démonstration de l'identité suivante. Donc je m'arrête un peu pour commenter cette formule. Je pense qu'elle est importante. La semaine dernière, j'ai écrit la formule pour le terme constant de produit de convolution. Ça fait une intégrale quadruple. Mais si on s'autorise à faire changement de variable, ça se résume enfin à cette intégrale-là, cette intégrale double. Donc on intègre sur deux variables unipotentes, l'une verticale, l'autre une vecteur ligne. Mais on met la fonction test que sur une fonction test, donc une fonction liste supercompacte que sur cette variable v'. Mais on intègre sur les deux. Et on doit trouver, c'est la phi-1 de 0. Donc c'est la liste delta de Dirac sur ce phi-. Et la constante, c'est le kn-1, donc c'est la fonction kn au cran avant. Et ainsi qu'on peut continuer la récurrence. La première chose qu'il faut remarquer, que ça c'est exactement la même chose que la conjecture d'annulation de Bergman-Kasdan dans le cas de corps fini. Parce que, disons, si c'est des corps finis, on fait la somme. On fait la somme, et lorsque v-1 n'est pas nul, l'intégrale est nulle. Donc ça ne compte pas. Ça compte que pour le v-1 égale 0. Mais dans le cas du corps fini, on ne voit pas ce terme, parce que ce terme, ça sort tous de cette histoire de volume, de valeur absolue qui n'existe pas sur le corps fini. Donc ça, c'est le premier commentaire. Donc cette intégrale double est vraiment l'analogue péadique de la conjecture d'annulation. La deuxième chose, c'est, en fait, ici, on va... supposons que... Ça n'a rien de... Cette intégrale n'est pas convergente a priori. Donc, il faut démontrer qu'elle est convergente pour que ça ait un sens. Mais supposons qu'elle est convergente. Alors, vous voyez, si elle est convergente, vous voyez que si on fait agir par conjugaison le groupe GLM-1, eh bien, ça devient une distribution GLM-1 invariante. Alors, il n'y en a qu'une seule, c'est l'état 0. Donc, si on connaît convergence, c'est nécessairement un multiple de phi-1 0. Et cette constante doit exister. Donc, en quelque sorte, la conjecture d'annulation, dans ce cas, ça résulte donc, un peu trivialement de la convergence. Si on arrive à démontrer la convergence. C'est pour ça que j'insiste que là, j'ai éludé, parce que je n'ai pas d'idée sur la convergence, mais la convergence est vraiment cruciale, parce que la convergence ici, en quelque sorte, c'est relié à cette conjecture d'annulation, qui, dans le cas qu'on finit, n'était pas si facile à démontrer. Ici, ça vient de la convergence.
de cette intégrale. Et voilà, donc ce que je fais, c'est, supposons qu'on a la convergence, eh bien, comment trouver cette constante? Donc, c'est ce que je fais. Donc, en fait, avant de lancer ce calcul, je continue un peu le commentaire. Donc, ici, c'est clairement que ce qui est critique, c'est de comprendre pour quel genre de distribution invariante cette intégrale converge. Donc, dans l'espace de toute distribution stable invariante, qui dépend que de polynômes caractéristiques, il y a un sous-espace sur lequel l'intégrale converge. Et c'est vraiment un rapport avec cette sous-catégorie que Serge a définie, des faisceaux pervers ou des D-modules sur G tels que le terme constant n'est pas seulement défini sur T sur W comme un champ, mais c'est défini sur T sur W comme le quotient invariant. Donc il y a des signes. Alors pourquoi cette histoire de W descente, ça rapport avec la convergence, c'est un mystère complet pour moi, mais en tout cas ça a nécessairement rapport. Bon voilà, je pense que c'est le seul commentaire intelligent que j'ai à faire aujourd'hui, mais je vais continuer mes calculs un peu bestiaux. Donc à ce point, en fait, on continue un peu comme ce que j'ai expliqué la dernière fois pour le cas GN2. Donc, j'ai donné une démonstration de la formule de Lafog. Donc, ce qu'on va faire, donc j'enlève ça, je vais comment développer. Donc l'idée est simplement maintenant, on écrit Kn comme une intégrale de psi. On mettait ça en coefficient. Et avec le psi, on peut faire l'inversion de Fourier. Donc on va écrire ça. Donc ça va être l'intégrale sur Fn-1 de d alpha dn a alpha jn alpha 1 alpha n. Donc c'est la partie qu'on ne va pas toucher. Mais il y a le psi ici. Il y a un psi qui va sortir ici, qui ne dépend pas de V et V dual. Alpha I de AI de xn moins 1tn. Donc tout ça, c'est la partie qui ne dépend pas de V et V dual. On va le mettre. Et ensuite, le reste, c'est une intégrale d'inversion de Fourier de psi de... Vous voyez, ici on utilise le polynôme caractéristique de ce produit de matrice, c'est le polynôme caractéristique de cette matrice diagonale plus un facteur bilinéaire, donc c'est le CI. Donc j'écris ici la partie constante, j'ai déjà sorti, donc il ne reste plus que la partie bilinéaire à l'intérieur de l'intégrale double. Donc c'est alpha I CI xn-1 V dual de phi-1 V phi-V dV dV plus. Donc ça c'est une intégrale, c'est simplement une intégrale d'inversion de Fourier. Sauf que j'ai mis ces fonctions, donc ça me donne le facteur de Jacobi ici. Donc ça va faire l'intégrale sur Fn d alpha de dn a alpha j un chapeau alpha 1 alpha n psi de alpha i prime a i prime. On fait changement de variable ici. Et donc toute cette partie ici, ça devient dn a alpha
moins 1 au cours de la formule de Fourier. Et donc tout le reste ici, c'est le Kn moins 1. Donc c'est le complément d'un Kgn2. On utilise le fait que les coefficients caractéristiques sont des formes bilinéaires sur V et V dual. Et donc quand on doit sortir le facteur Jacobi, qui est le déterminant de la somme, qui fait ce polynôme dn, moins 1. Et on peut faire la récurrence parce qu'entre le dn, si on enlève ce dn, ça devient le dn moins 1, qui est défini par ce kn moins 1. C'est comme ça qu'on continue. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Donc il y a des... Je pense que ce travail est vraiment une sorte de... une tentative d'exploration de cette formule de la Fogg, tenter de la comprendre. Et on a une formule similaire pour Gnn, qui est pour l'instant un peu incompréhensible parce que ça sort un peu de la récurrence et ça s'arrange bien à la fin. Mais je n'ai pas l'interprétation de ce polynôme en termes de système de racines. Ça devrait en avoir un, mais je ne trouve pas. Et puis, je pense que la question majeure reste de trouver une condition sur cette distribution stablement invariante pour que tous ces intégrantes convergent. Voilà. J'ai des questions.